Bonjour, bonjour tout le monde. Moi, Bonjour, bienvenue, bienvenue à ces ateliers cyclés santé. Bonjour Nathalie, bonjour tout le monde. Donc moi je suis Alexandra de chez Elia et donc on est aux ateliers cyclés santé qu'on vous organise tous les mois en fin de mois. Ces ateliers sont gratuits, sont dédiés aux professionnels de santé et on vous les propose aussi en replay gratuitement si vous le souhaitez. Je vous mets un petit peu le groupe Facebook pour toutes celles et ceux qui sont nouveaux et qui souhaitent nous poser des questions, soit sur les culottes, soit sur les ateliers. Vous pouvez les poser directement sur le groupe Facebook. Et donc, on va accueillir Fiona qui est juste là. Et avant d'accueillir Fiona, je vais vous expliquer un peu qui est Elia, qu'est-ce qu'on fait chez Elia. Et puis après, je vais introduire Fiona et expliquer qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui pour cet atelier-là. Donc, Elia, c'est une marque de lingerie menstruelle. Donc, on fait des culottes de règles. On les fabrique en France. Donc, c'est une marque qui est engagée tant pour la planète, parce qu'on a fait le choix de fabriquer en France. On a fait le choix d'utiliser un mode de fabrication qui respecte l'environnement, d'utiliser un mode de tri qui respecte l'environnement. Mais on s'engage aussi par rapport à quelle matière on utilise. On utilise du coton bio, qui est GOTS. On est certifié Ecotex. On utilise de la fibre de eucalyptus bio aussi dans nos produits. Et donc, on s'engage aussi pour la santé des femmes parce que nos produits respectent la pathologie de toutes les femmes. On est très engagé pour l'endométriose parce que Marion, qui est une des fondatrices d'Elia, est touchée par cette pathologie. Donc, nos produits, ils sont à la fois confortables, élégants et ils correspondent à des personnes qui sont touchées par l'endométriose, qui sont touchées par les mycoses chroniques, etc. Donc voilà, si vous avez des questions par rapport à ça, je suis disponible via le groupe Facebook. Mais aujourd'hui, on est là pour accueillir Fiona Bernard. Fiona, bonjour à toi. bonjour. Bonjour Fiona. Donc, tu es naturopathe et tu es doula. Tout à fait. Tu te spécialises dans le suivi de la femme de façon holistique. Donc, tu suis les femmes à la fois sur la préconception, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, sur la grossesse, le postpartum, la ménopause. Tu es aussi maman et Oui, tu as deux petits bouts. tout à Et donc, fait. Mhm. je crois savoir que tu as une passion pour la parentalité Oui, et également, oui. tu vas nous raconter tout ça. Et donc, tu vas nous parler aujourd'hui de la période de préconception et quels sont les conseils pour préparer son corps de façon naturelle. Est-ce que dans un premier temps, tu peux nous raconter un peu ton histoire, comment c'est venu cette passion pour le naturel et cette passion pour la parentalité? Oui. Alors, donc, moi, le métier que j'exerce aujourd'hui, c'est une reconversion professionnelle que j'ai entamée il y a 3 ans, quand j'étais enceinte de ma fille, donc de mon deuxième enfant. J'étais dans les ressources humaines auparavant. Et en fait, lors de ma première grossesse, j'ai déjà des interrogations qui me sont venues sur la santé au naturel, sur l'accouchement, parce que j'ai eu une grossesse un petit peu compliquée, avec un déclenchement à l'issue d'une hospitalisation assez longue et je cherchais des astuces déjà naturelles, des tisanes, des choses que je pouvais faire, voilà, comme ça pour accoucher le plus naturellement possible. Donc ça a été mon premier pas dans l'étrier, je dirais. Et après, quand mon fils est arrivé, je me suis rendu compte qu'on n'était pas préparé au métier de parent, qui est un vrai métier. J'ai beaucoup lu, j'ai découvert en fait tout un univers qui me parlait beaucoup, qui a tout de suite fait sens pour moi. Même des choses que j'ai pu ressentir par exemple étant enfant, je trouvais enfin des réponses dans les livres. Par exemple, pour donner, voilà un exemple un petit peu bateau, j'ai jamais compris qu'on crie sur un enfant pour lui dire d'arrêter de crier. Quand j'étais enfant, ça ne faisait pas sens pour moi que les adultes aient le droit de faire quelque chose, mais qu'ils reprochent à leur enfant. Et du coup, je me suis intéressée à tout ce qui est alors, il y a plein de noms qui existent aujourd'hui, parentalité bienveillante, consciente, positive. Moi, en fait, j'estime que c'est une parentalité qui est respectueuse du développement de l'enfant et pour exercer, ce type de parentalité, ça suppose à mon sens de s'intéresser au développement de l'enfant, aux neurosciences, de voir ce qui se passe réellement, dans le cerveau d'un enfant. Donc j'ai découvert, voilà, tout cet univers-là, en 2015 après mon accouchement. Ça m'a passionnée et quand je suis tombée enceinte de ma fille en 2018, j'ai eu envie d'aller plus loin, en fait. J'ai eu envie de me professionnaliser autour de tout ça et donc j'ai commencé ma reconversion.
pour devenir naturopathe. Donc là, c'est comme ça tout l'aspect santé, au naturel. L'aspect doula est très important pour moi aussi parce que, je pense que ça vient d'un manque que j'ai ressenti quand j'étais enceinte et quand j'étais en postpartum et j'ai envie de prendre soin des femmes pendant cette période parce que je pense que c'est une période qui est très complexe dans la vie d'une femme et qui est très importante. Et la casquette de doula me permet d'intervenir sur un autre angle que celui de naturopathe, aussi bien au niveau de la préconception, de la grossesse que du postpartum. Et je suis toujours autant passionnée de parentalité, sachant que je chemine parce qu'aujourd'hui, donc mon fils va avoir, bientôt 6 ans et ma fille a eu 3 ans. Donc bien évidemment, c'est pas les mêmes choses que quand ils étaient bébés, donc j'apprends tous les jours. Et c'est vrai que comme dans ma spécialisation de naturopathe, ma spécialité, c'est autour de la femme, il y a beaucoup autour de la femme qui est mère et du coup, il y a beaucoup en consultation aussi ces questions de parentalité qui reviennent. Voilà. Super. Ça donne envie de t'écouter sur les enfants, mais c'est pas le sujet d'aujourd'hui. On est sur la préconception. Pourquoi pas? Je vais te reposer des questions plus tard. Alors, dis-nous, pourquoi c'est vrai que moi aussi, j'ai eu 2 enfants et pour moi, quand je suis tombée enceinte, je me disais que ça allait, que c'était normal, que tout le monde était, enfin, que des enfants, tout le monde en avait, donc ce serait facile. Et moi aussi, je suis tombée de 40 étages parce que c'est pas facile. Et justement, pourquoi tu penses que c'est important de préparer son corps à la grossesse? Parce qu'on se dit que tout le monde le fait, tout le monde a des enfants et donc on ne prépare pas forcément son corps. Comment tu, tu présentes ça aux patientes que tu as et qui veulent préparer son corps? Alors en fait, j'ai pareil, hein, quand j'ai été enceinte, bon ça a été en plus moi, ça s'est fait assez rapidement. J'ai pas du tout entendu parler de préconception, de préparer son corps, de préparer sa tête, préparer son environnement. Pour moi, se préparer à la grossesse, je l'avais en fait associé à se préparer à l'arrivée d'un bébé, à préparer une Tout à fait. chambre, à préparer ce genre de choses. Et avec mes études de naturopathie, après avec mes expériences et surtout avec les expériences de doula, je me suis rendu compte en fait, heu, que quand on en a la possibilité, cette période de préconception, elle est hyper importante. Et si d'ailleurs en tant que naturopathe, on me dit, «Tu dois choisir entre accompagner une femme en préconception ou la suivre pendant sa grossesse, qu'est-ce que tu préfères?» Pour elle, je vais préférer la suivre en préconception. Parce que c'est vraiment à mon sens le moment le plus important. Par contre, je tiens quand même à dire que c'est pas non plus une incitation à faire à tout prix, un travail en préconception parce qu'il peut y avoir des grossesses surprises. On peut arrêter sa contraception en pensant que ça va prendre un petit peu de temps et en fait, il y a une grossesse qui se déclenche assez rapidement. C'est OK. Si on n'a pas eu le temps de travailler en préconception et ben, on travaille comme on peut pendant la grossesse. En fait, c'est du plus pour moi, c'est du bonus, c'est des chances qu'on se donne déjà pour avoir une grossesse, parce que la préconception, elle peut aussi servir dans un but de fertilité. Tout à Heu fait. et après de mettre, toutes les chances de son côté pour avoir une grossesse, comme j'aime le dire, la plus saine et la plus sereine possible et aussi favoriser, un postpartum le plus agréable possible. Je dis toujours le plus agréable possible parce qu'en fait, il y a aucune garantie. C'est pas parce qu'on travaille en préconception, on pourrait faire un travail même de 9 mois, de 1 an en préconception. Ça veut pas dire que la grossesse, il y aura aucune complication, ça veut pas dire que l'accouchement, il y aura pas de complications et ça veut pas dire que le postpartum, il sera facile. C'est juste on met les chances de son côté et moi, la façon dont je le présente aux femmes que j'accompagne, c'est en fait de leur donner des clés pour qu'elles se comprennent, pour qu'elles comprennent comment fonctionne leur corps, comment fonctionne leur tête et pourquoi il y a certaines choses qui sont intéressantes. Donc pour la femme, il y a un vrai intérêt, pour le couple, il y a un vrai intérêt et il y a aussi un intérêt pour le bébé parce que le bébé, l'utérus, le corps de sa maman, c'est sa première maison. Donc du coup, de prendre soin de la première maison de son enfant, c'est très important. Super. Et justement, tu dis, tu donnes les clés, donc quelles sont selon toi les bonnes questions qu'il faut se poser avant d'envisager d'avoir un bébé? Alors, Hem, sur un aspect, je dirais plus hygiène de vie, il y aurait, tout ce qui concerne l'alimentation. Comment je mange? Est-ce que j'ai des produits qui sont adaptés à mes besoins nutritionnels? Est-ce que j'ai des carences, en certaines vitamines ou certains minéraux? Hem, En fait, ce que je vais citer comme exemple, c'est les grands domaines en naturopathie. Après, on va avoir, ce qui est l'exercice physique. Est-ce que j'ai une activité physique? Est-ce que je mets mon corps en mouvement?
parce que pareil, la grossesse sollicite énormément le corps d'un point de vue mécanique, l'accouchement, un vrai marathon. Donc, est-ce que, voilà, comment est mon corps? Est-ce que j'ai des douleurs quelque part? Par exemple, si on a des soucis au niveau du dos, ça peut être intéressant de faire des choses en amont d'une grossesse parce que la grossesse va solliciter aussi énormément le dos. Euh, donc, il y a préparé voilà, son corps, je dirais, d'un point de vue hygiène de vie. Et après, l'hygiène de vie, pour moi, ça passe aussi par le mental, par les émotions. Donc, préconception, c'est préparer son corps, préparer sa tête également. Heu, Ça peut être sur l'aspect émotionnel, voilà. Est-ce qu'en ce moment j'ai beaucoup de colère? Est-ce que j'ai beaucoup de tristesse? Est-ce que j'ai beaucoup de joie? Parce que c'est pas forcément ça peut être aussi des émotions agréables. Comment je me sens, en fait, en ce moment? Ça peut être aussi préparer sa tête, se poser la question de pourquoi j'ai envie de faire un enfant, en sachant qu'il y a aucune bonne réponse à cette question. Il y a juste la réponse, en fait, qui parle à la personne. Mais c'est intéressant de se la poser, de pourquoi on a envie de faire un enfant à un moment donné, ou si on en a déjà un, pourquoi on a envie d'un deuxième enfant, d'un troisième, d'un quatrième. Hem, il y a aussi l'aspect environnemental, quand on se prépare à une grossesse. Hem donc préparer son environnement aussi bien d'un point de vue, par exemple cosmétique, maquillage, utiliser des choses les plus saines possibles. Hem, Dans son environnement, si on doit acheter des meubles, d'essayer de privilégier l'occasion plutôt que le neuf. Il y a moins de perturbateurs endocriniens. Mais ça va être aussi, son environnement familial, amical, professionnel. Est-ce qu'on évolue dans un milieu qui est toxique pour nous, dans lequel on ne se sent pas bien? Ou est-ce qu'au contraire, voilà, on est dans un environnement où tout va bien? Mais je trouve que c'est intéressant de se poser aussi la question, voilà, est-ce que dans mon entourage, je suis entourée justement? Est-ce que je suis soutenue par des personnes qui sont bienveillantes, qui vont me soutenir dans ce processus de préconception, surtout quand il y a des troubles de la fertilité? Est-ce que c'est des gens qui vont me soutenir pendant ma grossesse, qui seront là pour moi, après mon accouchement et cetera? Voilà, il peut y avoir plein de façons de préparer sa tête, son environnement et son corps. Donc la préconception, c'est vraiment en fait, c'est comme, en naturopathie, en fait, c'est vraiment une préparation globale. Et tu disais justement qu'effectivement, ça peut être, on peut être en on peut demander un accompagnement préconceptuel parce qu'on estime qu'on a des difficultés à tomber enceinte et qu'en en termes de fertilité, on ne sait pas si ça va ou si ça ne va pas. Et donc, pour optimiser nos chances de tomber enceinte grâce à la naturopathie, il faut cet accompagnement holistique. À mon sens, il est préférable. On peut tout à fait tomber enceinte sans ça, mais à mon sens, c'est du plus qu'on se donne. Et tu disais tout à l'heure que tu parlais des perturbateurs endocriniens. Ouais. Est-ce que ça a un lien à la fois sur le bébé? Est-ce que ça a un lien Oui, tout essentiellement à sur fait. notre fertilité? Ça a un lien sur tout? Alors, on sait aujourd'hui, il y a eu des études que de toute façon, les perturbateurs endocriniens, ça peut avoir une incidence sur la fertilité, ça peut avoir une incidence sur la grossesse et engendrer des fausses couches. Et ça a un des incidences sur le bébé. Alors, j'ai pu, c'est dans un livre, je n'ai plus le titre en tête, mais c'était écrit qu'un bébé qui vient au monde, il naît avec environ 200 substances toxiques en lui. Donc c'est quand même énorme. Après, qu'il y ait des éléments, on ne peut pas vivre dans un milieu aseptisé, ce sera d'ailleurs très Ouais. mauvais pour notre système immunitaire, pas non plus tomber dans l'autre extrême. Mais je pense voilà, qu'il y a des choses sur lesquelles on peut être vigilante en tant que future mère, mais le partenaire ou la partenaire est aussi d'ailleurs concerné hein, sur tout ça, parce que par exemple, si on prend pour un homme, son hygiène de vie, les produits qu'il utilise, tout ça a une incidence aussi sur son sperme. Donc, c'est aussi des choses à se poser en préconception. Moi, j'avoue que pour le moment, les personnes que j'ai en consultation, ce sont des femmes. Oui, ce que j'allais te dire, est-ce qu'effectivement tu fais des accompagnements de couple ou actuellement c'est que, Alors, c'est quelque chose que je vais proposer justement parce que je me rends compte que ça manque. Moi, en fait, en préconception, au début, j'avais essentiellement des femmes en parcours PMA, donc qui ont déjà des difficultés à tomber enceinte ou elles sont en essai depuis 1 an, 2 ans ou plus. Et maintenant, j'ai de plus en plus de personnes qui, en fait, vont arrêter leur contraception ou viennent de l'arrêter et en attendant d'être enceintes, ont envie de travailler sur leur hygiène de vie. Ce qui est du coup, voilà, une autre approche. Mais dans les 2 cas, je me rends compte en fait en consultation qu'on parle de la femme
que le mari n'a pas forcément, enfin je dis le mari, le partenaire, n'a pas forcément l'intention de venir en consultation. Et dans les parcours PMA, souvent c'est, enfin il y a plus d'examens qui sont faits sur la femme. Les examens sur le mari viennent un petit peu après. Ça dépend des centres de PMA, bien sûr. Mais voilà, donc il y a quand même, voilà, c'est toujours la femme qui est en première ligne et qui trinque un petit peu sur sur tous ces aspects-là. Donc, c'est pas très, très OK pour moi, d'un point de vue, je trouve que c'est pas du tout, c'est pas normal en fait. Voilà, je trouve que c'est pas normal. Quand on pense à un bébé à deux, les deux doivent agir sur l'hygiène de vie, les deux doivent se poser certaines questions. Parce qu'une femme peut se dire, bah voilà, pourquoi j'ai envie de faire un bébé, avoir une réponse, et son partenaire peut avoir une réponse complètement différente, et c'est OK en fait. Mais voilà, ça peut être aussi un sujet de discussion à avoir dans son couple. Ça peut être une réflexion personnelle, mais aussi une réflexion de couple, sur quel type de parent on a envie d'être, quel ouvrage on a envie de lire avant de se lancer dans tout ça, pour être informé au mieux. Il y a plein de choses en fait à faire individuellement et à faire en couple. Et aujourd'hui, moi, je trouve que l'aspect voilà, couple, il manque un peu. Donc c'est un projet que j'ai, voilà, d'inclure un petit peu plus les hommes, en sachant que déjà, là, en naturopathie, donc on n'est pas des médecins, on ne fait pas des ordonnances, on fait des PHV, un programme d'hygiène vitale. C'est des recommandations et des conseils. Et du coup, quand je suis sur un sujet de préconception, que ce soit préparer son corps à une grossesse naturellement ou quelqu'un qui est dans un parcours PMA, j'inclus toujours dedans des conseils pour le partenaire. Donc, tu le fais déjà. C'est juste que tu Oui. les vois pas encore en C'est ça, consultation. c'est ça. Puis du coup, alors quand on ne voit pas quelqu'un, moi je peux pas faire de conseils du coup individualisés. Ça va être des choses très, très générales. Par exemple, pour un homme, on évite de mettre le téléphone portable dans les poches. Voilà, quand on est en essai bébé ou quand on c'est un Et petit pour peu les femmes, non? alors pour les femmes aussi, mais pour les hommes, on sait que ça altère vraiment la qualité du sperme. En fait, c'est que ça va chauffer les testicules, tout simplement. Donc on peut avoir des fois des soucis de fertilité qui viennent de ça. C'est d'ailleurs maintenant un moyen de contraception, il y a des slips chauffants, Oui, qui vont, voilà, comme ça chauffer les testicules. Mais du coup, quand on a le portable à longueur de journée dans la poche, bon, de base, le téléphone portable avec les ondes, c'est pas bon enfin, ni pour hommes ni pour femmes, hein, mais après, on a tous enfin, j'imagine, à peu près tous un téléphone portable, on fait comme on peut. Mais voilà, ça peut être des petits conseils comme ça. Les personnes, surtout là, en télétravail, moi, j'en ai beaucoup eu, des femmes qui me disaient: «Mais mon mari, il travaille avec l'ordinateur portable sur ses genoux». Et ça, pareil, soit on s'équipe d'un petit plateau où il y a des choses qui existent exprès, même chez Ikea, tout ça, où on peut poser comme ça le téléphone l'ordinateur portable dessus, et ça évite, voilà, de chauffer directement, de chauffer la zone. Donc des fois, c'est des petits conseils comme ça. Quand je parle aussi, voilà, d'essayer de remplacer progressivement le plastique chez soi dans les contenants, de ne pas faire chauffer des choses avec du plastique, mais essayer d'être plus sur du verre, ça, c'est des choses, ça s'applique aussi bien à la femme qu'à l'homme. Donc voilà, il y a toujours un petit peu de Oui, conseils sur le c'est des petits conseils sur l'hygiène de vie de la famille finalement. Donc, c'est plus intéressant si les deux sont présents en bien consultation sûr. et les deux sont impliqués dans ça. Oui, oui, tout à fait. En général, quand on parle de préconception, quand on va voir son gynéco ou sa sage-femme, souvent on nous parle, on nous donne de l'acide folique. Qu'est-ce que tu penses, toi, de l'acide folique et est-ce qu'on peut trouver un substitut naturel à ça? Alors, en fait, ce dont on a besoin, c'est pas d'acide folique, ce dont on a besoin, c'est de vitamine B9. La vitamine D'accord. B9, elle est très importante. Alors, elle fait plein de choses, la vitamine B9, mais elle participe notamment à la croissance et à la division cellulaire. On le sait aujourd'hui qu'une carence en vitamine pardon, B9 peut engendrer des malformations congénitales, des malformations notamment du tube neural. Donc, il va y avoir par exemple le spina bifida, c'est généralement l'exemple le plus connu. Sauf que ce tube neural, il va se former sur les premières semaines de vie, sur les 4 premières semaines. Les 4 premières semaines de vie d'un embryon, la femme ne sait pas forcément qu'elle est enceinte. Sur le premier mois, elle peut ne pas encore le savoir. D'où l'importance de ce travail en préconception pour avoir fait le plein de vitamine B9 pour éviter certains désagréments. Alors, si jamais on n'a pas pris de vitamine B9, qu'on se rend compte qu'on est enceinte, de toute façon, généralement, les gynécos, les sages-femmes le donnent quand même, hein, puis on en prend d'ailleurs sur le Oui, reste de la oui. grossesse, parce que c'est une vitamine qui est très importante sur ces premières semaines, mais qui est importante sur le reste de la grossesse également. Et donc, cette vitamine B9, on appelle aussi folate, on va la trouver sous forme naturelle dans l'alimentation, soit sous forme de folate, soit sous forme de méthylfolate.
Et la forme synthétique, donc qui est fabriquée en laboratoire, c'est l'acide folique. Aujourd'hui, la plupart des compléments qu'on trouve, c'est de l'acide folique. Sauf que l'acide folique, pour devenir du méthylfolate, donc la forme qui va être utilisable par notre corps, pour nos cellules, il y a tout un processus de méthylation, il y a tout un processus qui doit être fait, de transformation, etc., qui peut être compliqué pour le corps. Déjà, il y a certaines femmes qui présentent une particularité génétique qui font que l'acide folique ne se transformera jamais en méthylfolate. Donc, ça ne sera pas utile pour elle. Voilà, c'est-à-dire qu'une femme peut prendre de l'acide folique et en fait, son corps ne le transformera pas. Mais ce ne Et sera pas non plus malsain pour elle. Alors, le seul souci, c'est que, en soi, le corps saura faire sa petite patouille pour s'en débarrasser. Le seul souci, c'est qu'en fait, l'acide folique peut se mettre sur les récepteurs à folate et donc empêcher les folates naturels qui viendraient de l'alimentation d'être bien assimilés. C'est là où ça peut être un petit peu plus gênant. Maintenant, il y a quand même, de ce que j'entends, pas mal de gynécos, pas mal de sages-femmes qui proposent en fait une analyse génétique pour savoir si la personne a ce gène un peu différent. Et il y a surtout, donc quand tout ce travail là de méthylation, etc., ça demande beaucoup d'autres vitamines, beaucoup de cofacteurs. Pour ça, le corps, il a besoin de beaucoup de vitamine B12, il a besoin d'iode, il a besoin de zinc, il a besoin d'autres vitamines, de magnésium, etc. Et bien ça, pareil, si on a une personne qui est en carence, du coup, les transformations peuvent moins bien se faire. C'est pour ça d'ailleurs que généralement, on ne donne pas juste de l'acide folique, ça arrive, mais sinon les gynécos, les sages-femmes conseillent des vitamines prénatales qui contiennent en fait déjà d'autres choses qui vont être des cofacteurs pour que la transformation de l'acide folique se fasse au mieux. Donc du coup, l'acide folique, c'est pas que c'est forcément mauvais. D'ailleurs, je pense sincèrement qu'il vaut mieux prendre de l'acide folique que de ne rien prendre. Mais pour moi, l'important, en fait, c'est d'enrichir son alimentation en vitamine B9. Donc, par exemple, avec tout ce qui va être légumes verts du type épinards, brocoli, chou de Bruxelles. Alors, il y a beaucoup de vitamine B9 dans les abats, en D'accord. particulier. Tout le monde n'aime pas, en sachant que les abats, on n'en consomme pas pendant la grossesse. Mince. Ah, j'ai un gros bug. Dans le foie de morue, voilà, on va en trouver, dans le foie de veau, pardon, on va en trouver aussi. Bon, mais c'est pas des choses que les gens mangent forcément en Les quantité. légumes verts, les Voilà, les épinards, légumes c'est verts des aussi. choses qu'on Mais en mange en sachant quantité quand même. que dans les légumes verts, par exemple, on va trouver des folates ou méthylfolates, donc soit la forme qui va être à méthyler, soit la forme qui est déjà méthylée. Mais la vitamine B9, elle est sensible à la cuisson. Donc, si c'est trop cuit, ça On perd perd, en qualité. voilà, on perd. Alors du coup, pour les épinards, c'est plutôt chouette parce que par exemple, une salade d'épinards, des feuilles d'épinards, ça, on peut en manger assez Il vaut facilement. mieux manger cru. Alors manger cru, ça a un intérêt. Après, tout le monde ne digère pas le cru. Donc il y a aussi des choses à voir d'un point de vue digestif. De toute façon, en préconception, on travaille aussi sur les intestins et sur le microbiote intestinal parce qu'il est hyper important. Mais voilà, ça peut être par exemple si on se fait cuire des brocolis. Alors les brocolis peuvent se manger crus, hein, mais si on souhaite les manger cuits, on va éviter de les faire cuire avec une chaleur très très forte et longtemps. On va préférer une vapeur douce, à l'étouffer éventuellement, au vitaliseur pour les personnes qui sont équipées, ou voilà, un cuit-vapeur qui est assez doux. Ou on fait juste, par exemple, on les fait saisir au wok pour avoir quand même quelque chose qui est un peu chaud mais qui reste croquant. Ce qu'on trouve beaucoup en cuisine asiatique, par exemple. Voilà, donc il y a quand même, c'est-à-dire qu'on peut, on peut enrichir son alimentation en vitamine B9. C'est compliqué d'avoir, C'est bon. ouais. C'est compliqué d'avoir tout l'apport juste avec l'alimentation. Donc pour moi, le mieux, c'est d'enrichir son alimentation et après de se complémenter, idéalement avec des folates ou des méthylfolates. Et tu disais tout à l'heure aussi qu'on pouvait manquer de zinc et d'iode. C'est quelque chose qu'on peut compléter aussi avec son alimentation, j'imagine. On peut compléter avec son alimentation, tout à fait. Alors, le magnésium, par exemple, je pense qu'on est beaucoup à en manquer parce que, en fait, alors c'est un peu un cercle vicieux avec le magnésium, mais en gros, plus on est stressé, plus on manque de magnésium, plus on manque de magnésium, plus on est perméable au stress. Donc, c'est un petit peu un cercle vicieux. C'est pareil, suivant son état de stress, suivant
suivant la carence qu'on peut avoir ou pas, suivant en fait. Alors après, tout ça, ça peut se vérifier avec des prises de sang, hein. Ça, c'est les médecins du coup qui font les ordonnances pour ça. On peut enrichir son alimentation, par exemple, au magnésium. On peut, au goûter, se dire, eh ben, on se prend une poignée d'oléagineux avec un petit carré de chocolat noir à 70%. Comme ça, voilà, c'est pas mauvais. Et puis on fait le plein de magnésium. Sur l'iode, on peut, alors il y a des gens qui mangent peu de poissons, qui n'en mangent pas du tout. Dans ce cas, ça va être intéressant de se tourner, par exemple, vers les algues marines. Ah, Voilà. Donc, va y avoir voilà, des petites choses comme ça. Le zinc, c'est pareil. Le zinc, il y a une grande partie de la population qui est carencée parce que le zinc, c'est un peu comme le magnésium quand on est stressé. Généralement, on va se retrouver rapidement en carence de zinc. Le zinc, par exemple, on en a beaucoup dans les huîtres. Bon, c'est pareil, les huîtres, c'est pas forcément un aliment qu'on mange, que tout le monde quand on est mange enceinte. très souvent. Donc du coup, voilà, une supplémentation. Moi, je suis pas du tout anti-compléments alimentaires. Je préfère toujours travailler sur l'hygiène de vie en priorité et je vois vraiment les compléments alimentaires en fait comme un soutien, comme le coup de pouce. Et du coup, faire à certains moments de l'année des cures, par exemple une cure en zinc, en magnésium, quand on a eu par exemple un gros stress, une période au travail ou un événement familial ou personnel, voilà, quelque chose qui a été assez dur, faire une petite cure de magnésium, ça peut être intéressant. Les oméga 3 aussi, hyper important, alors pour tout le monde, hyper important en préconception et pendant la grossesse. Pareil, dans l'alimentation, on a tendance à pas en consommer ou pas assez par rapport aux oméga 6. Et en gros, je schématise énormément, énormément, hein, mais les oméga 3 ont un rôle qui est plus anti-inflammatoire et on n'en consomme pas assez. Du coup, voilà, ça peut être intéressant d'enrichir son alimentation avec des huiles riches en oméga 3 qu'on va ajouter sur ses plats, comme de l'huile de colza, de l'huile de lin, de l'huile de chanvre, de cameline, des huiles comme ça, qui ne se cuisent pas, en fait, qui se conservent au réfrigérateur et on ajoute par exemple une cuillère à soupe sur son plat midi et soir. Déjà ça fait un boost. Pour les personnes qui consomment du poisson, d'être plus sur des petits poissons gras comme des sardines, maquereaux, harengs, ces choses-là. Mais on peut dans l'année faire 1 à 2 cures d'oméga 3 qui existent d'ailleurs parce que c'est aussi beaucoup la question qu'on se pose. Les oméga 3, on trouve en complément souvent issus d'huile de poisson. On en trouve aussi pour les véganes issus d'algues. Donc en complément alimentaire, on peut aussi, voilà, peu importe le mode alimentaire ou le mode de vie qu'on a choisi, il est possible de trouver des compléments qui vont respecter les valeurs de chacun. Et toi, dans tous les accompagnements que tu fais en préconception, tu vois là, vu que tu suis les femmes aussi après en grossesse et en postpartum, tu vois vraiment l'impact de celles que tu as eu la chance de suivre en préconception? Alors moi, oui, il faudrait leur demander à elles, mais déjà, il y a comme, enfin, il y a quand même pas mal de femmes où c'était, par exemple, un essai bébé depuis 6 mois, 1 an, pas encore en parcours PMA, mais voilà, un peu depuis le début. Et c'est vrai qu'en 3-4 mois, il y a une grossesse qui se déclenche. Alors, je dis pas que c'est grâce à moi, parce que de toute façon, c'est jamais grâce à moi, c'est toujours grâce à la personne, c'est elle qui fait les choses. Moi, je fais pas grand-chose au final. Mais il y a quand même des choses qui bougent. Et du coup, ça fait qu'après, sur la grossesse, ça n'empêche pas, hein, il y a des femmes qui ont par exemple des nausées, qui sont fatiguées. Mais c'est des femmes qui comprennent leur corps et qui ont des réflexes. Par exemple, C'est quoi le réflexe? par exemple, ah bah tiens, là en ce moment je suis stressée, j'ai un début de grossesse qui est stressante. Ah, stress magnésium, je vais enrichir mon alimentation en magnésium comme je l'ai fait pendant ma phase de Super. préconception. Donc c'est des réflexes, voilà, comme ça qui s'instaurent et qui pour moi en fait sont utiles parce que moi la façon dont je vois mon accompagnement en naturopathie, c'est en fait de redonner aux gens ou de donner aux gens les clés pour comprendre leur corps, leur tête, leur santé. Et qu'après, du coup, voilà, il y a des automatismes qui viennent comme ça. En se disant, bah tiens, j'ai des clientes maintenant qui me le disent, ah tiens, j'ai la peau sèche en ce moment, bon, je sais que je bois bien, j'ai un peu la peau de croco sur les tibias, ah, je manque d'oméga 3. Et du coup, voilà, elles enrichissent leurs alimentations. Et ça, pour moi, c'est vraiment ouais, comprendre son corps, être à l'écoute des manifestations, des ressentis. Parce qu'on a tendance, malheureusement, à écouter notre corps quand il crie, quand il est malade. On ne l'écoute pas quand il murmure, quand il va nous envoyer des petits indices comme ça. Parce qu'on ne nous a pas appris, hein, tout simplement, culturellement, c'est pas ce qu'on fait. Et du coup, voilà, c'est des automatismes qui peuvent venir comme ça. Donc c'est des clientes et des patientes qui s'écoutent mieux, qui sont plus dans l'observation de leur corps et de leurs sensations. Donc elles vivent, tu penses, une grossesse plus saine et plus sereine. Et comment elles vivent leur postpartum?
Alors, le postpartum, c'est pareil. Alors, pour d'avoir fait ce travail en préconception, ça a une incidence, je trouve, au niveau du postpartum, sur la récupération, surtout, parce que On récupère plus vite? de ce que je vois, je trouve, ouais. Après, c'est pareil, moi, je ne comprends pas qu'en France, on puisse, sauf s'il y a vraiment une grosse complication, laisser une femme, sans rien si elle est anémie en fer. Aller accoucher anémie en fer, c'est compliqué parce qu'on sait que pendant un accouchement, il y a une perte de sang. On sait que quand on est en anémie, en anémie fériprive, qu'on est fatigué, qu'on peut avoir des vertiges et cetera, ce qui est juste hyper dangereux avec un nouveau-né. Et d'ailleurs, d'une façon, dans les maternités, les femmes sont généralement supplémentées en fer, après l'accouchement. Mais du coup, voilà, les femmes qui ont, une ferritine qui est OK, donc la réserve en fer qui est bien, elles sont moins fatiguées après l'accouchement. Parce elles ont bien sûr, elles ont perdu du sang pendant l'accouchement, mais elles avaient un bon niveau et voilà. Puis pareil, elles ont des bons automatismes. Généralement, on a travaillé ensemble, sur, quelle est l'alimentation optimale pour le postpartum. Heu, c'est des femmes qui généralement ont préparé ou se sont fait préparer, ce qui est encore mieux, des repas, comme ça Ah, qu'elles ça, c'est elles n'ont pas génial! elles n'ont pas à cuisiner parce que alors ça, c'est pareil, la préparation d'une grossesse, on en parle peu. Et la préparation du postpartum, c'est pareil. Alors ça commence, voilà, un petit peu à se développer, maintenant. On parle du mois d'or, des 40 jours après l'accouchement et cetera. Mais oui, effectivement, un postpartum, ça se prépare. Et du coup, les femmes qui ont déjà, pris conscience de tout ça, soit elles ont elles-mêmes organisé des choses pour leur postpartum, soit elles ont délégué, et comme ça, elles ont des choses qui sont prêtes, voilà, pour l'alimentation. Elles savent quelles plantes utiliser, en tisane. Elles savent, voilà, la petite technique des serviettes hygiéniques qu'on va mettre, avec de l'aloe vera et de l'hydrolat d'amamélis qu'on met au congélateur et après l'accouchement qu'on peut mettre dans sa culotte directement pour Alors attends, bien attends, gérer. redis-nous tout ça. Ça m'intéresse. En fait, on prend des serviettes hygiéniques, donc soit des formats nuit, soit les formats maternité. On les imbibe, par exemple, de gel d'aloe vera et d'hydrolat d'amamélis. On les place au congélateur à plat. Une fois qu'elles sont bien congelées, on peut les mettre en vrac dans un sac et après accouchement, on les sort, on les laisse, quelques minutes dehors pour pas la mettre gelée et on met comme ça dans sa culotte et sur soi. Pour le périnée, c'est génial. Et ça fait quoi justement comme Ça bienfait par rapport décongestionne, au en fait, périnée? ça décongestionne. Et donc même si on a des points, tout ça, Ah, c'est pas gênant. c'est pas gênant? Non, 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 il y a même des sages-femmes d'ailleurs qui en hôpital le font. Qui conseillent de mettre, d'ailleurs des fois qui disent même: «Prenez des couches, des couches de votre bébé». Elles les mettent au congélateur, après elles les donnent aux mamans pour que les mamans, Et tu conseilles de faire ça sur combien de jours? généralement c'est sur les premiers jours, c'est sur la pre Quand tu es à les la maternité? ouais, les 5-6 premiers jours ou même si quand on rentre après ça dépend de quand est-ce qu'on est sorti de l'hôpital. Il y a des mamans qui le font sur une semaine. En fait, c'est quand ça fait du bien. Quand au bout d'un moment on se dit: «J'en ai plus besoin», on arrête. Mais ça voilà, c'est des petites il y a plein de petites choses comme ça qu'on peut faire pour aider son corps, pour préparer, son postpartum, pour si on souhaite allaiter. Il y a plein de choses qui peuvent être faites parce que c'est vrai que quand on se trouve parfois, un peu, sur le moment comme ça et il faut faire ci, il faut faire ça, mais en fait on vient d'accoucher, on a un petit bébé dans les bras, on n'a pas le temps de réfléchir à: «Alors qu'est-ce que je dois manger pour ma récupération? Qu'est-ce qui est bon pour moi? Quelle plante je peux utiliser?» Je vais faire mes recherches. Non, c'est pas possible. Enfin, c'est pas possible. On n'a Ah, pas du tout la tête à ça, effectivement, et c'est voilà. pour ça que c'est intéressant, je trouve, de se préparer en Ouais. amont pour, avoir les bons réflexes, comme tu disais tout à l'heure. Non et généralement, là, moi, le constat que je fais, c'est que les femmes qui s'intéressent, à la préconception et qui se préparent à la grossesse, elles ont encore plus envie de se préparer au postpartum. Parce que je pense qu'elles constatent des effets, qu'elles se disent: «Je me sens mieux comme ça, donc je vais préparer mon postpartum, pour me sentir mieux aussi pendant cette période ou Et pour me puis on vit sentir des encore plus émotions tellement fortes que je pense que ça, enfin, tu vas nous dire, mais j'imagine que ça les aide à réguler un peu leurs émotions, à temporiser un peu quand elles sont bah, oui, en oui, oui. parce qu'il y a toujours un Si moment, j'imagine, où tu es toujours en stress, tu sais pas, ton bébé il va bien, il va pas bien, est-ce que je fais bien, est-ce que je fais pas bien, surtout quand c'est le premier. Et je pense que ça les doit certainement les aider à gérer, ces phases-là. Est-ce que oui. tu penses qu'il y a un lien avec, enfin, est-ce que tu penses que le fait de mieux se préparer en préconception, peut avoir un lien sur, le baby blues qu'on pourrait avoir après? Alors sur le baby blues, non, parce que le baby blues pour moi, il est plutôt physiologique, il est lié à une chute d'hormones.
Par contre, il y a un vrai lien pour réduire les risques d'une dépression postpartum. Le baby blues, il y a des femmes qui ne le ressentent pas. Il y a quand même une majorité de femmes qui le ressentent, mais ça dure ça dure quelques jours, c'est attendu. C'est vraiment lié à cette chute hormonale, on l'explique. Par contre, la dépression postpartum, bah là, on est sur une vraie dépression et là, c'est déjà plus inquiétant, plus grave et ça peut être vraiment très grave parce qu'il y a des femmes qui finissent par se suicider à cause de la dépression postpartum. Donc, c'est un vrai sujet. Et je pense qu'effectivement, donner des clés à une femme pour qu'elle puisse soit elle agir, soit juste être en fait en phase avec ses ressentis et se dire là je suis pas bien et je vais consulter parce que je sais que je vais pas bien et je mérite d'aller bien. Et tout ça, bah, ça se travaille aussi parce qu'il y a beaucoup de femmes qui ont honte de dire qu'elles ne vont pas bien après un accouchement, que c'est difficile d'aimer leur bébé, que c'est difficile d'aimer leur nouveau corps, que c'est difficile parce que le bébé dort pas bien et la nuit, le bébé fait ses nuits à lui, mais pas les nuits de la maman. Et c'est dur, en fait. Il y a vraiment des difficultés et il y a beaucoup de tabous. De toute façon, il y a beaucoup de tabous autour de la grossesse, autour de l'accouchement, autour du postpartum. Dès que ça touche le corps de la femme, de toute façon, il y a beaucoup de tabous. Et voilà, et le but, je trouve aussi moi, enfin, il y a la casquette doula, mais aussi en naturopathie, c'est de parler librement de tout ça. Parce qu'on sait aujourd'hui que tout a un impact sur tout. Et par exemple, une femme avec qui on aurait travaillé en préconception ou même pendant la grossesse sur, alors j'aime pas le terme, mais gestion du stress. J'aime pas le terme parce qu'en fait, pour moi, on ne gère pas un stress. On gère un budget, on gère un agenda, mais on gère pas un stress. Mais par contre, de se dire, bah voilà, qu'est-ce que je ressens? Quelle est mon émotion? Parce que c'est pas si évident, des fois, de se dire: «Bah, tiens, qu'est-ce que je ressens réellement à ce moment-là? Et du coup, comment j'agis? Qu'est-ce que je peux faire pour aller mieux?» Et il y a des outils, très basiques comme la respiration. La respiration, c'est un outil formidable qui est à notre dispo, à tous, qui est gratuit et qu'on peut faire Qui n'importe nous quand. aide à l'accouchement. Ouais, on a besoin de rien, on peut toujours respirer. On respire de façon réflexe, heureusement, mais de respirer de façon consciente, bah, ça peut, aider, ça aide beaucoup, ça peut soulager instantanément, aussi bien, voilà, pendant la grossesse, l'accouchement et par exemple, une femme qui a pratiqué certaines respirations, parce qu'il y a plein de types de respiration, peut aussi, pendant son postpartum, si à un moment il y a une difficulté, se dire: «Bah, je vais me prendre, voilà, 5 minutes pour faire de la cohérence cardiaque». C'est On des a fait un exercices atelier vraiment. d'ailleurs sur la cohérence Ouais, cardiaque avec des petits exercices, donc n'hésitez pas à aller le voir en mmh. replay, il est super intéressant. Génial la cohérence cardiaque. Mais voilà, c'est des petites choses comme ça, des fois qui ont l'air de rien, mais tout ça mis bout à bout, quand on fait attention à certaines choses dans son alimentation, quand on met son corps en mouvement, quand on fait attention à ses émotions, à ce qu'on ressent, quand on fait attention, voilà, aux produits qu'on utilise, plein de choses comme ça, bah, c'est des petites choses à chaque fois, mais ça peut avoir vraiment un énorme impact sur la préconception, sur la fertilité, sur la grossesse et j'en suis persuadée sur le postpartum. Et effectivement, ça prend du temps de changer d'hygiène de Ouais. vie, de changer ses produits cosmétiques, et cetera. Mmh. Et tu disais qu'effectivement, toi, dans l'idéal, quand c'est possible, les personnes, c'est super si tu les vois un peu plus de 6 mois à l'avance, c'est ça? Ouais. Alors l'idéal et qui est un peu symbolique, ce serait 9 mois, mais parce qu'on dit souvent d'ailleurs, en parlant, de l'accouchement, enfin de l'après-accouchement, 9 mois pour faire, 9 mois pour défaire. Mais on parle pas du 9 mois pour préparer le faire avant et du coup voilà, 9 mois c'est pas mal. Clairement, je n'ai jamais eu quelqu'un qui m'a dit, voilà: «J'ai un projet dans 9 mois». J'ai eu quelqu'un, c'est arrivé d'ailleurs il y a pas très longtemps, qui m'a dit: «Je pense que j'aimerais tomber enceinte en 2022». Voilà, qui m'a dit: «Professionnellement, je sais que j'aurais passé ci, ça, 2022, ça me paraît bien pour moi». Donc là, c'est génial, on avait plus d'un an, pour faire quelque chose. Mais souvent, oui, si on a 6 mois, c'est génial. Mais en fait, même si on a 2 mois, si on a un mois, c'est top. Parce que ce qui est le plus percutant à mon sens, ça va pas être tout ce qu'on va pouvoir mettre en place niveau complément alimentaire, niveau hygiène de vie. C'est que la personne, en fait, elle ait eu ce déclic et qu'elle ait envie de prendre soin d'elle. C'est ça qui est le plus important pour moi. Donc si C'est on qu'elle a se un rende mois, compte que c'est elle d'abord et que si elle veut ouais. vraiment bien prendre soin de son bébé, il faut aussi qu'elle prenne soin d'elle d'abord. Exactement ça, exactement ça. Parce que Et en souvent termes de fréquence, tu les vois tous les combien à peu près quand, tu fais un suivi de 6 mois, par exemple? alors sur 6 mois, généralement 2 fois. Une fois tous les 3 mois à peu près parce que alors, souvent on n'en a pas parlé aussi, mais il y a tout ce qui est cycle menstruel. C'est-à-dire que pour tomber enceinte, bah, il faut quand on essaie de concevoir de façon naturelle, il faut savoir repérer ses périodes fertiles. Repérer ses périodes fertiles, c'est pas évident. Il y a beaucoup de femmes qui ne savent pas, qui sont persuadées parce que c'est ce qui est écrit partout qu'un cycle menstruel, c'est 28 jours et qu'on ovule au 14e jour. Voilà, ce qui n'est pas toujours le cas.
C'est des femmes qui n'osent pas forcément consulter quand, elles ont des cycles qui sont plus longs ou plus courts parce qu'elles se disent: «Je suis pas normale», alors qu'en fait, il y a que 13 des femmes qui ont un cycle de 28 jours, donc ce n'est pas du tout la moyenne. 13% seulement, eh 13 oui. des femmes, ouais. Donc c'est pas du tout, du tout la moyenne. Mais du coup, voilà, donc il y a tout aussi la connaissance de son cycle menstruel qui est, bah, le début, en fait, de si on veut apprendre à connaître son corps en tant que femme, connaître et comprendre son cycle menstruel, c'est déjà très, très fort. Et du coup, voilà, on va travailler sur le cycle menstruel et souvent quand même pour le cycle menstruel, notamment si on travaille avec des plantes, si on fait des changements en hygiène de vie, moi je dis qu'il faut quand même 2 mois, voire 3 mois pour certaines plantes pour constater un effet et de se dire: «Voilà, ça fonctionne, ça fonctionne pas, on réajuste» et cetera. Donc sur un accompagnement de 6 mois, généralement les femmes, je les vois 2 fois. 3 fois éventuellement s'il y a besoin, mais en naturopathie, on se voit pas tous les 15 jours, hein. La façon dont Super. je pratique la naturopathie, c'est pas comme ça parce que déjà, il faut le temps de s'imprégner de son pHV, de comprendre pourquoi, de mettre en œuvre certaines choses. Il y a des choses où on ne sait pas pourquoi, ça va se mettre en place très vite et puis il y a des choses, c'est un peu résistance au changement, ça va prendre du temps et c'est OK parce qu'en fait, c'est pas comme voilà, comme en médecine où si on a un cas d'urgence, il faut prendre un médicament à ce moment-là parce que c'est vital, en fait. Là, on travaille sur des choses où on sait que ça va prendre du temps, mais bah, c'est pour que le changement, il soit durable et qu'il s'inscrive aussi dans le temps. Il faut savoir s'écouter et pas culpabiliser si on met Ah du temps vraiment, pour instaurer les choses. exactement, On parlait tout à l'heure d'effectivement de tous les impacts positifs sur la grossesse et sur le postpartum et ça induit, j'imagine, qu'il y a des impacts positifs sur le bébé. Est-ce que tu peux nous en parler un peu? Alors, bah, sur le bébé, alors c'est dur de dire ce qui a joué au final parce que, bah, il y a eu plusieurs choses de faites. Hem, je suis pas sûre en fait que j'ai remarqué vraiment d'effets sur les bébés. Heu, les effets que je vois, c'est plus par rapport aux préparations à l'accouchement, par exemple sur les personnes qui font l'aptonomie, qui ont déjà du coup un contact, avec leur bébé in utero où, là effectivement les bébés sont souvent, plus curieux, plus éveillés, plus observateurs. Hem, ouais, mais sinon à part ça, je peux pas dire que je constate vraiment un effet sur le bébé. Par contre, ouais, moi je vois un effet sur les parents, sur, souvent parce qu'en plus, voilà, on a après des discussions sur la parentalité et du coup, bah, des parents, par exemple, qui ont envie de comprendre pourquoi leur bébé pleure, pourquoi leur bébé a mal au ventre. J'ai des fois des personnes comme ça qui me disent, «Bah, ouais, mais moi, je suis intolérante au lactose, je sais que je digère pas le lait». Pour une raison ou pour une autre, la personne n'a pas allaité, mais en fait, je donne du lait de vache à mon bébé, il a mal au ventre, est-ce que ça peut avoir un lien? Il y a des questions comme ça qui se posent et je trouve du coup que les parents sont, ouais, peut-être plus à l'écoute des ressentis de leur bébé. Parce que je pense que quand on est plus à l'écoute de ses ressentis à soi, on peut être plus à l'écoute des ressentis, extérieurs. Donc c'est plus, voilà, à ce niveau-là que je remarque. Après, j'ai pas encore de bébé qui a grandi, du coup, issu de préconception naturaux et cetera. Mais donc je ne sais pas. Mais ouais, moi, ce que j'aime voir, c'est ça, c'est de voir que les gens, du coup, prennent soin d'eux et sont, du coup, disponibles pour prendre soin, bah, de leur bébé et puis des autres, quoi, après. Super. Et tu as écrit un livre, Fiona. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Il s'appelle «Ma grossesse naturo». Il est sorti, bah, il y a quelques mois, au mois de mai, aux éditions First. Heu et alors il s'appelle «Ma grossesse naturo». Effectivement, on parle beaucoup de grossesse, mais on parle préconception parce que voilà, c'est un peu mon dada. En fait, dedans, bah, j'explique un petit peu ce qu'est la naturopathie. Je parle beaucoup de préconception, donc avec des exemples concrets de ce qu'on peut faire, pour préparer son corps, sa tête, son environnement, toujours les 3 domaines. Il y a un gros focus sur la grossesse, sur les maux de la grossesse et ce qu'on peut faire pour agir dessus de façon naturelle. Sur l'alimentation quand on est enceinte, sur le sport quand on est enceinte, sur l'hygiène, psycho-émotionnelle quand on est enceinte, tout ce qui est voilà les stress, ce qu'on peut utiliser comme huile essentielle, parce qu'on peut utiliser des huiles essentielles enceintes, d'autres choses qu'on peut utiliser sur des plantes et cetera. Il y a aussi, des conseils sur comment préparer une valise maternité, naturaux et aussi des petits conseils pour le postpartum. C'est pas un livre qui est sur le postpartum, mais il y a déjà des petits conseils pour, amorcer sa préparation du postpartum. C'est la préconception, la grossesse Ouais, et c'est le bah, postpartum. voilà, ça lui fait un petit déroulé. C'est un livre qui se lit assez facilement.
Il est dans une collection, qui s'appelle Ma petite famille, qui déjà est accessible. Financièrement, c'était important pour moi. Il est vendu au prix de 9,95 €. Donc ça reste assez accessible et c'était important pour moi parce que justement, tout le monde ne peut pas s'offrir une consultation de naturopathie, ça j'en ai bien conscience. Hem Et j'espère que du coup, voilà, avec des livres aussi à plus petit prix comme ça, il y a des informations qui seront partagées et accessibles au plus grand nombre. Bah, d'ailleurs, je peux vous le montrer. Et qu'on se préparera mieux en tant que future maman. Bah oui, c'est ça, puis qu'on prenne conscience qu'en fait, bah, quand on est enceinte, on mérite tout ça. Voilà, il est là. Mmh. Je vais faire Ma grossesse naturo. voilà, bah, Super. il y a beaucoup de lumière, il fait beau aujourd'hui, mais voilà, donc c'est un livre qui se substitue pas du tout à des consultations médicales, ça, évidemment pas. Ça se substitue pas non plus à des consultations avec, son ou sa naturopathe, mais ça donne déjà des conseils. Parce que le but de la naturopathie, c'est d'être individualisé. Là, c'est un livre évidemment qui parle de choses générales, mais c'est du coup, voilà, un premier pas et qui peut donner envie d'aller un petit peu plus loin. Super. Merci beaucoup, Fiona. Bah, Je vous merci à souhaite toi. à toutes et à tous une belle journée. Pour ceux qui veulent participer à un prochain atelier, on a un atelier sur des postures de yoga pour soulager les douleurs de règles ou d'endométriose et il aura lieu à 13h. On a un autre atelier à 20h avec Anne Reynaud qui va nous parler de la théorie du lien d'attachement. Donc peut-être que tu seras avec nous, Fiona, parce que je pense J'espère. que ça peut t'intéresser. Et à 21h, on va parler vaginisme avec Véronique Simoneau, qui est sexologue. Voilà. Je souhaite à tous et à toutes une belle journée et j'espère à tout à l'heure. Bonne Merci, Fiona. journée. Merci à toi. Au revoir. Au revoir.